Les maternités devront effectuer au minimum 300 accouchements par an. Les autres fermeront leurs portes. 2 projets de décret pour améliorer la sécurité de la mère et du nourrisson. Les bons élèves de l'euro, la France avec 3% de déficit public et 10 de ses partenaires européens répondent aux critères de Maastricht. Les chiffres sont meilleurs que prévu. La nouvelle feuille d'impôt arrive ces jours-ci avec du retard. Un formulaire qui se veut simplifié, de déclaration en déclaration, enquête dans ce journal. Découverte avec la présentation de la nouvelle Rolls-Royce. Depuis 18 ans, le constructeur n'avait pas sorti un nouveau modèle. Il les fabriquait main, le mythe Rolls-Royce. Portrait de l'acteur et réalisateur américain Clint Eastwood, les yeux d'acier, le talent d'un comédien qui est passé derrière la caméra. Clint Eastwood de passage à Paris dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour limiter la mortalité des nouveau-nés et donner ainsi une égalité des chances à toutes les futures mamans, comme le dit Bernard Kouchner, 2 projets de décret définissent un seuil d'activité minimum pour les maternités en France. Autrement dit, tout établissement n'ayant pas à son actif 300 accouchements par an devront fermer leurs portes. Une décision qui suscite de nombreuses réactions, voire de polémiques, comme l'ont constaté François Privat et Philippe Dumail à La Réole, une maternité en zone rurale dans le sud de la Gironde. Emeline vient de naître à la maternité de La Réole. Ce ne sera peut-être plus possible dans quelques années. Avec 241 naissances en 1997, cet établissement risque fort d'être condamné si le projet du secrétariat d'État à la santé est mis en œuvre. On a le personnel qu'il faut, on a des chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes, attachés en pédiatrie. Donc on fonctionne dans les normes et dans la légalité. Donc le seul problème, c'est le nombre d'accouchements. Ici, on joue la carte de la sécurité et de la proximité. La maternité jouxte un centre hospitalier. Le bloc opératoire est flambant neuf et des salles d'accouchement seront refaites prochainement. 2 médecins anesthésistes se relaient 24 heures sur 24 au chevet des futures mamans. La maternité est située en zone rurale, dans une ville de 4500 habitants. Moi qui habite à la campagne, si je devais aller me rendre sur Bordeaux alors que j'ai ma famille sur le secteur, c'est vrai que ça serait dommage d'être coupé à 60 km de tout le monde. Et je trouve que les petites maternités comme ici sont très bien. Pour Bernard Kouchner, le cas de la maternité de La Réole est peut-être une exception. Il maintient que la plupart des accouchements dans des petites structures restent plus risqués par manque de personnel et de matériel. Mais je ne fermerai pas, je vous l'assure, les maternités demain, même celles de moins de 300. Ça se négociera avec les élus, avec le personnel, avec la population. Il faut au moins 2 ans pour faire passer des idées comme celle-là. Et nous y sommes disposés. Il n'y aura pas de brutalité. On cherche à fermer des petites structures pour dégager des marges de manœuvre financières pour renforcer les grosses structures. Mais c'est un non-sens parce que c'est pas en fermant les petites structures qu'on va faire des économies. L'Association des petites villes de France publie un livre blanc sur les hôpitaux de proximité. Dans l'ouvrage, une étude qui démontre que le taux de mortalité périnatale est nettement plus faible dans les petites maternités. Lorsque l'on reparle du radon, à travers aujourd'hui la découverte d'un rapport confidentiel d'experts passé sous silence depuis plus d'1 an et demi. Et ce rapport est d'importance puisqu'il affirme que les doses de radioactivité subies pendant près de 30 ans par les élèves et les enseignants d'une école de Nogent-sur-Marne sont très supérieures aux doses tolérables. Une enquête qui vient contredire toutes les déclarations rassurantes entendues jusqu'alors. Anne Pensinet, José Blanc-Lapierre. Depuis 1996, de gros ventilateurs brassent l'air des salles de classe de cette école pour éviter que le gaz radon ne s'y accumule. Et dans la cour, les enfants ne peuvent pas toucher la terre car le sous-sol est radioactif. Mais avant 1996, rien de tout cela. Un rapport daté de cette même année et tenu confidentiel depuis établit que les doses estimées pour les personnes ayant travaillé ou résidé sont supérieures à la valeur limite d'exposition du public. Pour Michel Rivasi, député vert et ancienne responsable d'un laboratoire indépendant, il y a eu faillite des pouvoirs publics. Ce que je demande, c'est que, des sanctions soient prises sur les autorités sanitaires, que des sanctions soient prises sur la direction générale de la santé qui était au courant de ces niveaux de doses, et troisièmement, qu'on retrouve ces enfants. Et s'il y a des enfants qui ont des leucémies, qui meurent de leucémie ou qui sont en cours de soins vis-à-vis de la leucémie, eh bien, il y aura une responsabilité de l'État.
Roland Ningesser était maire lors de la construction de l'école et il affirme avoir eu à l'époque la garantie écrite que les terres contaminées avaient été enlevées. Par la suite, toutes les analyses étaient selon lui rassurantes. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je me réfère aux autorités compétentes, dépendant des ministères, aussi bien du ministère de la Santé que du ministère de la Recherche scientifique. Alors maintenant, si quelqu'un les remet en cause, moi je veux bien, mais il faut que les auteurs des nouvelles analyses puissent expliquer avec les auteurs des anciennes. Comme son prédécesseur Hervé Guémard en 1996, Bernard Kouchner vient de demander à l'actuel maire de Nogent-sur-Marne de fermer l'école. Mais le maire n'est pas de cet avis et personne ne peut l'y contraindre. Car d'un point de vue strictement administratif, il n'y a plus aujourd'hui de risque immédiat pour la santé des enfants. En route pour l'euro, ainsi donc la France est admissible. Elle réussit son examen d'entrée avec un déficit public de 3%. Les chiffres sont meilleurs que prévu pour la France, mais aussi pour l'Allemagne et l'Italie notamment, qui répondent aux critères de Maastricht. Le détail avec Gérard Grisbeck. Les déficits publics ne doivent pas dépasser 3% du produit intérieur brut. La France est à 3,02%. La qualification se fait donc de justesse. L'Europe de l'euro devrait démarrer le 1er janvier prochain à 11 et non à 15. Car 4 pays ne sont pas candidats, la Grande-Bretagne qui pourtant remplit les critères de Maastricht, le Danemark, la Suède et la Grèce. Premier critère de sélection, le déficit à 3%, seule la Grèce serait recalée. Deuxième critère, l'inflation à 2,7% maximum. Encore une fois, la Grèce serait éliminée. Troisième critère, la dette ne doit pas être supérieure à 60% du produit intérieur brut. Si ce critère était respecté, il n'y aurait pas d'euro. Même l'Allemagne serait exclue. On devra donc faire preuve de souplesse le 2 mai prochain lorsque les pays seront officiellement choisis. Il y a des critères économiques, mais aussi des réalités politiques. Monsieur Euro, c'est lui, Yves Thibault-Silgui, commissaire européen. Il était aujourd'hui à Rome, première étape d'une tournée européenne. Les Italiens battent tous les records de dette publique, mais il est optimiste. Les chiffres sont meilleurs que ce à quoi on s'attendait. Et je me rappelle au mois de mai dernier, quand la Commission avait fait des prévisions. Ces prévisions étaient beaucoup plus mauvaises que les chiffres qui nous sont notifiés aujourd'hui. Et à l'époque, tout le monde nous avait accusés d'un excès d'optimisme. Le commissaire européen a tout de même pris soin de se rendre à la fontaine de Trévi pour lancer une pièce et faire un vœu. Celui de voir la croissance se poursuivre, car maintenant, les dés sont jetés. Et puis le président de la République, par la voix de son porte-parole, se réjouit que la France soit désormais en mesure de respecter l'ensemble des critères de Maastricht pour la mise en œuvre de l'euro. Mouvements de grève qui ont touché les banques françaises aujourd'hui, plus d'un quart de grévistes, avec des guichets et des agences fermées, un mouvement pour protester contre la remise en question des conventions collectives de ce secteur, une convention vieille de 50 ans. Plusieurs milliers de personnes à Paris et à Lyon notamment. Les syndicats réclament que la négociation de nouvelles conventions s'accompagne de discussions autour des 35 heures. En circulation depuis près d'un mois, le nouveau billet de 100 francs prête à confusion. D'après de nombreux usagers, il se confondrait avec celui de 200 francs. Que faire de ce billet tout neuf? Suivra-t-il l'histoire comparable de la sortie de la pièce de 20 francs, trop proche de celle de 10 francs et retirée de la circulation? Alain Doubevski, Nathalie Moison. À votre avis, billet de 100 ou 200 francs? Ça va trop vite? Alors stop! Et ça, vous connaissez, là il y a un piège. Voilà. Bien sûr, l'un à côté de l'autre, ça va, on les reconnaît. Mais lorsque les billets de 100 et 200 francs filent entre les doigts, voici ce que cela donne parfois chez les commerçants. C'est très souvent que le client nous dise je vous ai donné un billet de 200 francs, alors que souvent c'est 100 francs. Et souvent les gens les confondent, surtout quand ils sont pliés. Lorsqu'on explique aux responsables de la Banque de France que les caractéristiques de ces deux billets sont très proches, ils mettent le doigt sur les différences. Le portrait de Cézanne est assez différent avec cette tête, ce front largement dégarni de celui de Gustave Eiffel. Et enfin, signe distinctif très fort, les joueurs de cartes en couleur vert très vif que l'on voit vers le bas du billet. La Banque de France devrait savoir, pour en avoir fait l'expérience, que les détails, ça n'accroche pas. Il y a quelques années, les mêmes confusions s'étaient produites entre le 100 francs de la Croix et le 10 francs Berlioz. Le 10 francs fut retiré en septembre 1986. La même année, la direction des monnaies ôtait de la circulation cette pièce de 10 francs.
Son diamètre se rapprochait trop de celle de 50 centimes. Coût de l'opération, 100 millions de francs à la charge des contribuables. Les chiffres du chômage avec, après 4 mois successifs de baisse, une légère hausse de 0,2% en janvier. Il est vrai que les chiffres du mois de décembre avaient été particulièrement exceptionnels. Actuellement, 12,1% de la population active est sans emploi, soit 3 33 700 personnes selon le ministère du Travail. Voyons maintenant le succès inattendu de par son ampleur de l'allocation parentale d'éducation qui, selon l'INSEE, a permis à près de 250 000 femmes de quitter provisoirement leur emploi. Les nouvelles dispositions mises en place en 1994 permettent en effet aux mères de famille de toucher cette allocation dès le 2e enfant. Une incitation au-delà de toute espérance. Sébastien Vibert, Jacques Grégor. 1, 2, 3, 4, 5. Quand la petite Hortense est née il y a 3 ans, sa maman Béatrice a dû choisir. Élever son bébé, son 4e enfant, ou bien prendre une aide à domicile et garder son poste d'assistante de cinéma qui la comblait. Elle a finalement quitté son travail, ce qu'il a décidé, l'APE, l'allocation parentale d'éducation. L'APE est tombée à pic parce que ça me permettait de satisfaire mes instincts de mère et de ne pas être obligée de faire des sacrifices supplémentaires alors que déjà on en fait déjà suffisamment quand on a des enfants. Depuis 1994, l'APE n'est plus versée à partir du 3e enfant mais dès le 2e jusqu'à ses 3 ans. Du coup, le nombre d'allocataires est passé de 156 000 en 1993 à 518 000 aujourd'hui, presque uniquement des femmes. Si la mère, comme Béatrice, arrête complètement de travailler, elle perçoit 3 023 francs par mois d'APE. Si elle travaille à temps partiel, elle touche entre 1 512 et 2 000 francs. Ce travail que je fais en m'occupant d'un bébé qui a moins de 3 ans, il y a des gens qui le font pour un salaire dans les crèches ou les nounous. Le fait que je le fasse pour mes propres enfants ne veut pas dire que ce travail ne vaut rien. C'est le même travail. En quittant son entreprise, Béatrice a formé sa propre remplaçante. Son poste n'est pas resté vacant. Aujourd'hui, elle touche 5 632 francs d'allocation, APE comprise, presque autant que son ancien salaire. Un calcul et un choix qui séduit beaucoup de femmes, surtout celles confrontées au chômage ou qui travaillent en temps partiel avec des postes précaires. Et puis, concernant les allocations familiales mises sous condition de ressources, elles s'appliqueront pour la première fois aux prestations du mois de mars, qui seront versées début avril. Le décret d'application est paru aujourd'hui au journal officiel. Avec plusieurs jours de retard pour cause de grève, le nouveau formulaire de votre feuille d'impôt d'une couleur rose cette année devrait commencer à arriver dans toutes les boîtes aux lettres. Une déclaration de revenus qui au fil des ans se veut simplifiée. L'administration expérimente d'ailleurs cette année dans 4 départements pilotes un formulaire abrégé de déclaration en déclaration, l'histoire de la feuille d'impôt avec Philippe Visserias et Nathalie Gallet. Eh bien, avec les premières lueurs du printemps, voici venu le temps de remplir vos déclarations de revenus, appelées improprement déclarations d'impôt. Hier comme aujourd'hui, c'est l'époque de la douloureuse. Cette année, elle est rose et toujours bourrée de petites cases, un véritable casse-tête pour nous, pauvres contribuables. Pour nous épargner tant de souffrances, l'administration innove. Cela s'appelle la déclaration abrégée, testée dans 4 départements. Elle ne comporte que 2 pages, elle est simple à remplir, mais ne concerne que les personnes qui déclarent un salaire ou une pension. Les personnes du département du Val d'Oise participent intégralement à l'expérience. Cela va représenter environ 110 000 personnes, c'est-à-dire 1/5 de nos contribuables. Avant d'en arriver là, le parcours du combattant fiscal a été bien long. Jusqu'en 1968, par exemple, il fallait calculer soi-même tous les abattements. Les années 60, c'est l'informatisation du système et déjà le formulaire s'allège. Mais nombre de tentatives de déclaration simplifiée sont vouées à l'échec. Dans les locaux du guide du contribuable, on conserve toutes les feuilles d'impôt depuis 1932. Celle que 80% des Français connaissent aujourd'hui a été élaborée il y a 10 ans seulement. Chaque année, le guide évolue pour suivre les méandres du fisc. C'est l'empilement de mesures qui ont été prises au fil de temps parce qu'il fallait inciter les gens à économiser de l'énergie ou à rénover leur bâtiment ou à devenir propriétaire ou à devenir actionnaire d'une entreprise. C'est un peu comme un millefeuille. Et donc c'est un millefeuille de mesures qui se sont surajoutées une année sur l'autre. Renseignement téléphonique, bonjour. Expliquer la feuille d'impôt est donc devenu une nécessité. Non, vous n'avez pas droit à la carte. Le ministère du Budget a lui-même mis en place un standard téléphonique. Il reçoit 1000 appels par jour.
sur les sujets les plus divers. Un enfant qui arrive au foyer, ou bien un enfant au contraire qui quitte le foyer fiscal, ou bien tout ce qui touche à l'habitation principale, l'acquisition d'une habitation, la réalisation de travaux dans cette habitation. Et pour faire encore plus branché, Bercy peut même vous aider via Internet ou sur Minitel. Et si avec tout ça votre déclaration reste un labyrinthe, vous pouvez toujours payer un service privé. 200 francs pour un CD-ROM créé par une société américaine, et oui, l'ordinateur calculera pour vous le montant de l'addition, et même plus, si vous le souhaitez. Ensuite, il faut, à la limite, susciter la réflexion de l'utilisateur, du contribuable, pour mettre à sa disposition l'ensemble des informations totalement actualisées sur la toute dernière loi de finances, de manière à lui donner la possibilité, en toute bonne citoyenneté, de payer le minimum d'impôts. Que vous soyez un cyber-contribuable rusé ou un laborieux de la calculette, vous devrez de toute manière rendre votre copie, au plus tard, le 30 mars, à minuit. À moins de 3 semaines des élections régionales, les Français, selon un sondage CSA Lacroix à paraître samedi, se disent pour 54% peu intéressés ou pas intéressés par ce scrutin. Les listes de la gauche plurielle remporteraient 40% des intentions de vote devant la droite avec 37% et 15% pour le Front National. Au procès Papon, le fameux magistrat allemand qui avait reçu des menaces de mort il y a 15 jours se dit aujourd'hui prêt à venir à la barre à condition que sa sécurité soit assurée. Le procureur de Cologne, cité par les avocats de la partie civile, a évoqué en Allemagne la teneur de son éventuel témoignage accablant pour Maurice Papon. Dominique Verdaillan, Patrick Deschmecker. Menacé de mort, Rolf Holford avait quitté précipitamment Bordeaux. Aujourd'hui, il se dit d'accord pour parler. L'ennui, c'est qu'à Bordeaux, plus personne ne veut l'entendre. Procureur de Cologne, il a requis contre des nazis en 87. Il a témoigné au procès de Klaus Barbie. Aujourd'hui, il compare Barbie et Papon. Papon a fait faire les mêmes choses. Il a fait déporter des juifs en donnant des ordres depuis son bureau. Si on compare les deux hommes, l'un était à l'avant-poste, l'autre l'a fait par écrit. Pour l'accusation, Maurice Clos est un témoin essentiel. L'homme, ancien rédacteur à la préfecture de Bordeaux en 1943, montre une pièce signée Maurice Papon. Une demande de révocation. Motif, selon le témoin, Maurice Papon n'aurait pas admis que Maurice Clos fasse des inscriptions subversives sur les lavabos de la préfecture. Il m'a révoqué pour ces mentions, uniquement pour ça, pour ces mentions qui avaient été faites sur le lavabo, les croix de Lorraine, les V, les H, et puis... Pire, Maurice Clos sous-entend que Maurice Papon l'aurait ensuite envoyé en Allemagne pour le STO. Faux, rétorque l'accusé, Maurice Clos, dit-il, m'avait été signalé comme maréchaliste et en plus, il a fait des faux à la préfecture. Drôle d'audience, drôle de procès pour crime contre l'humanité qui se perd dans les lavabos d'une préfecture. Maurice Papon étonnamment détendu, regonflé à l'issue de cette semaine consacrée à la résistance et à l'épuration. Mais la cour d'assises n'aura pas à se prononcer sur ces thèmes-là. Lors du délibéré dans un mois, il ne sera question que d'arrestation, séquestration et déportation de 1600 juifs. Et pour juger Maurice Papon, les 12 jurés auront à répondre à près de 800 questions. Roger Garoudy a été condamné à 120 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour contestation de crimes contre l'humanité et diffamation raciale. L'écrivain, entre autres, avait mis en doute l'existence des chambres à gaz. Roger Garoudy n'était pas présent à l'audience, durant laquelle des échauffourées ont eu lieu avec des militants présumés du Bétard, un mouvement de jeunesse juive. Une enquête de plusieurs associations de consommateurs met en cause les conditions de sécurité sur les ferries. Sur les 75 navires examinés, certains auraient des conditions d'évacuation ou un matériel de secours pas toujours aux normes. Une enquête qui concerne les liaisons transmanche, celles vers la Corse et surtout les ferries autour des îles grecques particulièrement visées. Arnaud Boutet. À Calais, les ferries transportent chaque année plus de 20 millions de passagers. Ces bateaux naviguent partout, sur toutes les mers d'Europe. La sécurité a plusieurs fois été remise en question, après chaque catastrophe. Mars 87, le Herald Free Enterprise chavire, 193 morts. 7 ans plus tard, l'Estonia fait 852 victimes. Une enquête de plusieurs associations de consommateurs vient de passer au crible 75 bateaux. Certains présenteraient des défaillances.
Nous avons découvert, par exemple, que les gilets de sauvetage n'étaient pas toujours bien stockés. Il n'était pas toujours facile de les trouver. Les gilets des enfants étaient mélangés avec les gilets des adultes. On a découvert aussi qu'il manquait des bouées. On a découvert que des portes de communication étaient verrouillées, d'où une évacuation très difficile, impossible en cas de danger. L'investigation consistait à observer en tant que passager. Mais sur un bateau, tout n'est pas faute de l'équipage. Les bouées de sauvetage, les bouées couronnes, il faut qu'elles soient à disposition des passagers, il faut pouvoir les mettre tout de suite à l'eau, on ne peut pas mettre un cadenas dessus. Donc ces bouées, elles peuvent disparaître. Chaque ferry dispose d'un parc de bouées supérieur au nombre de passagers. Sur un bateau, la sécurité ne se voit pas toujours. En salle de commandement, c'est l'équipage qui observe le navire grâce à des caméras. Et il peut détecter avec cette machine le moindre départ de feu. Il faut monter au PC sécurité pour voir tout cet appareillage-là, pour voir comment est protégé un navire, comment il est surveillé. Ça prend pas en promenant sur les ponts. Chaque marin qui embarque a un poste à tenir au niveau de la sécurité et il doit connaître son poste. Et il est formé, entraîné pour ça. Et en général, il est formé et entraîné pour ça. En matière de contrôle de sécurité, les règles internationales sont strictes. Elles ont été renforcées en France depuis la catastrophe de l'Estonie. Pour la première fois depuis 10 ans, la société Jean-Claude Decaux, leader du mobilier urbain, vient de perdre un marché en France, tout simplement parce que la concurrence s'installe et qu'une entreprise britannique s'est avérée, semble-t-il, plus performante. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Lui des écoutes de l'Élysée. Christian Proutot a 53 ans, un bien jeune âge pour rédiger ses mémoires. C'est sa manière de rappeler qu'il fut avant tout le fondateur et le premier patron du GIGN. Apparemment, un problème sur ce sujet qui concernait le commandant Proutot. Nous y reviendrons peut-être dans un instant. Mais si vous voulez, nous allons revenir à ce sujet concernant le commandant Proutot qui publie donc ses mémoires. L'ex-patron du GIGN et de la cellule antiterroriste de l'Élysée est toujours au centre de l'affaire des écoutes. L'homme est devenu très rare à la télévision. Pascal Doucet-Bon et Frédéric Bonnet l'ont rencontré. Bon, nous avons un problème de calage, ça arrive assez rarement, mais ce sont les risques du direct. Donc nous revenons au commandant Proutot, je vous le disais, il publie ses mémoires, l'ex-patron du GIGN. Un autre souvenir que celui des écoutes de l'Élysée. Christian Proutot a 53 ans, un bien jeune âge pour rédiger ses mémoires. C'est sa manière de rappeler qu'il fut avant tout le fondateur et le premier patron du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, grand pourfendeur de terroristes et libérateur d'otages. C'était à ma manière, à l'époque, une manière de défendre la liberté que je sentais, peut-être à tort, menacée par le terrorisme, et surtout la manière insidieuse dont s'exprimait le terrorisme, parce que je crois que la prise d'otage sur des innocents, c'est la chose la plus ignoble qui puisse exister. C'est sa période héros national célébrée par la télévision. Son brillant second s'appelle Paul Baril. Proutot et Baril, le grand, le petit, une histoire d'amitié virile connue de tous, mais aujourd'hui ils ne se parlent plus. Je lui reproche d'être passé, comme on dit, du côté obscur. C'est-à-dire qu'il avait une image qui était celle de mon adjoint qui devenait le patron du groupe. Et il s'est passé quelque chose qui a conduit à ce que cette image soit déformée. Il l'a mal vécue et il est devenu quelqu'un d'autre. 9 août 82, l'attentat de la rue des Rosiers, 6 morts, 22 blessés. Le choc est immense. L'ex-super gendarme dirige alors la sécurité du président de la République. Il prend à l'Élysée la direction d'une cellule de lutte antiterroriste. Christian Proutot obtient des moyens, la présence à ses côtés de policiers de la DST, des renseignements généraux, de la PJ, mais pas de magistrats. Si j'avais eu ce juge d'instruction, il n'est pas évident que les choses se seraient passées comme elles se sont passées, parce qu'on aurait impliqué l'ensemble des services concernés par par la lutte contre le terrorisme, ou du moins l'approche de la lutte contre le terrorisme, et vraisemblablement, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes que nous avons rencontrés. Peut-être n'y aurait-il pas eu l'affaire des écoutes. Pourquoi avoir enregistré les conversations de plusieurs personnalités, dont le journaliste Edwy Plenel, l'actrice Carole Bouquet ou l'écrivain Jean Edernalier? Mais pourquoi est-ce que vous savez que c'est moi qui ai écouté ces gens-là? Vous le savez. Ah non, mais vous ne savez pas ce que j'ai écouté, qui j'ai écouté. Donc je ne peux pas vous répondre. S'il y a des gens, dans le cadre des écoutes des différents services, qui ont à écouter dans le cadre de leur mission, il y a des gens qui ont été ou qui sont
du showbiz ou des journalistes ou d'autres métiers, je pense qu'il devait y avoir une raison. Enfin, du moins, je l'espère. Quel genre de raison? Ben, comme je ne sais pas de qui vous voulez parler, je ne vois pas quelles sont ces raisons. Je pense qu'on n'écoute pas les gens simplement pour le plaisir de les écouter. Si vous voulez me faire dire qu'à un moment ou un autre, pour satisfaire la curiosité d'un personnage important, on peut être amené à écouter les gens, je vous répondrai non, c'est débile. Pourquoi par la suite avoir gardé des documents dans un garage de la banlieue parisienne? Ah ben, comment vous faites quand vous êtes patron d'un service et tout d'un coup on vous dit que vous n'avez plus de bureau? Donc je suis parti avec mes affaires. Tout, il y a tout là-dedans. Y avait-il des documents concernant les écoutes? Pas du tout. Non, non, il n'y en avait pas, contrairement à ce qui a été dit. Christian Proutot est mis en examen dans cette affaire. Il dit volontiers qu'il se sent souvent bien seul dans le bureau du juge. Il promet un deuxième tome à son livre. Il a le temps d'écrire. Il est désormais préfet hors cadre, sans affectation. Je vous le disais il y a un instant, pour la première fois depuis 10 ans, la société Jean-Claude Decaux, leader du mobilier urbain, vient de perdre un marché en France, simplement parce que la concurrence s'installe et qu'une entreprise britannique s'est avérée plus performante. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Dure loi de la concurrence. Il y a ceux qui démontent et ceux qui installent. Decaux a perdu le marché du mobilier urbain de Rennes, une première. Le leader hexagonal, inventeur du concept, cède la place à un Anglais, Hatchell. Rennes, je dirais que c'est la première ville qui a à la fois le courage et la volonté d'organiser la concurrence dans ce secteur où il n'y en avait pas, ce qui est une anomalie commerciale. Et la mise en concurrence profite à l'usager. Hatchell propose 50% d'abribus en plus. Des abris plus grands, modulables, personnalisés. Et le groupe reverse 2,5% du chiffre d'affaires à la commune. Un peu à regret, Rennes a abandonné Decaux. Tout ceci faisait une offre qui, à l'unanimité, techniciens et élus, a été considérée comme meilleure. Jean-Claude Decaux, quant à lui, ne semble pas affecté par ce revers. C'est la règle de la concurrence. On ne gagne pas à tous les coups. On est dans la mondialisation des affaires. Et si moi je veux pouvoir monter du mobilier en Angleterre, en Allemagne et partout, il faut aussi que les Anglais, les Allemands, les Portugais, les Espagnols puissent aussi venir chez nous. Sinon moi je ne pourrais pas aller chez eux. Donc je trouve que tout ça est normal et que le meilleur gagne. N'empêche, c'est un premier accroc dans le quasi-monopole du groupe Decaux. Et beaucoup d'autres villes, d'ici 2 ans, vont revoir leur contrat. Hatchell espère prendre 30% du marché, à moins que d'ici là, Decaux ne contre-attaque. Découverte avec pour la première fois les images de la nouvelle Rolls-Royce. Il aura fallu attendre 18 ans pour qu'un nouveau modèle, cousu main, sorte des usines près de Manchester. Au moment où la société est à vendre, le mythe est soigneusement entretenu. Notre correspondant Étienne Lénart. Si la vénération s'applique aussi au monde automobile, voici donc la déesse des voitures. Un essaim de caméras pour saluer la naissance après 18 années de gestation de la nouvelle Rolls-Royce. Au moment où ce fleuron de l'industrie britannique est à vendre, qu'a-t-elle donc dans le ventre d'après ceux qui la fabriquent pour justifier cette réputation? Songez d'abord qu'il faut au minimum 1 mois pour fabriquer une seule voiture et encore l'usine de Crewe dans le nord de l'Angleterre a été modernisée. C'est une Rolls, c'est la meilleure voiture du monde. Tout est fait à la main avec précision, très grande précision. Au rayon menuiserie, la minutie dépasse l'imaginable. Tableaux de bord, tablettes et instruments sont en bois. Et c'est dans la finition que Rolls-Royce fait la différence. On se rend pas compte comme ça, mais c'est très joli quand tout est assemblé. Au fait, vous l'avez vu la voiture? Nous y voilà. Ce nouveau modèle, nous dit-on, est une alliance de tradition et de modernité. 220 exemplaires seront mis sur le marché le mois prochain pour la modeste somme d'1,5 million de francs pièces. Étonnez-vous ensuite que l'objet soit agréable à conduire. Tout est tellement plus facile lorsque vous conduisez une Rolls. Mais quand on reprend sa propre voiture, eh bien c'est une autre histoire. Tout cela est exprimé avec un flegme bien britannique qui sied à la voiture. Notez enfin que la demande n'est pas exorbitante. L'année dernière, 1700 modèles seulement ont été vendus à travers le monde. En fin de compte, la seule véritable ressemblance entre une Rolls-Royce et une autre voiture, eh bien, c'est qu'elle roule. Mais là encore, il serait bien trop mesquin de la conduire soi-même. Alors que s'ouvre dimanche le salon de l'agriculture à Paris, le Petioc, petit cheval originaire du Pays Basque, sera l'une des vedettes de ce salon. C'est un peu son avenir qui sera en jeu. Présentation au Pays Basque de cette race particulière que l'on dit très ancienne. Ses ancêtres remonteraient au Quaternaire. Vincent Maillard.
la vie du Potioc n'a pas toujours été de tout repos. Infatigable contrebandier pour la sûreté de son pied en montagne, puis exploité dans les mines de Lorraine ou d'Italie pour sa petite taille, il a fini par être vendu au kilo pour faire du chorizo. Pas rancunier, le Potioc est resté ce petit cheval au caractère sympathique. C'est un animal très attachant. Il vit en liberté, vous l'avez vu, il est très rustique, mais en même temps il n'a pas peur de l'homme, il est très intégré à la vie du pays ici. C'est presque un animal symbole de la vie du Pays basque. Les éleveurs de montagne, seuls dépositaires de la race Potioc, ont eu un peu tendance ces dernières années à croiser leurs chevaux pour obtenir des animaux plus grands, plus gros, mais plus vraiment Potioc. L'Association nationale du Potioc tente, selon ses propres termes, de remettre un peu d'ordre dans la montagne. Dans le Potioc, il y a aussi un autre symbole, il y a quelque chose d'autre qui est à nous, qui est propre au Basque, qui est un petit peu de notre liberté, et puis de notre, un petit peu le côté aussi rebelle, disons, du Pays Basque. 1,32 m au garrot, c'est la taille maximum pour le Potioc de montagne. Et seuls les étalons agréés durant ce concours seront susceptibles de vendre leur saillie et surtout de permettre à l'éleveur de toucher la prime européenne, 1000 francs par jument. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors non. Alors refusé. Et le jury est implacable. Les talons, il faut qu'il soit quand même vraiment dans le type Potioc. S'il n'est pas... Bon, la tête était complètement cabossée, puis il était planté comme un tréteau, comme on dit, quoi. Il existe un deuxième classement pour ceux qu'on appelle les Potiocs de plaine. Des Potiocs qui ont un peu de sang arabe ou welsh et qui peuvent aller jusqu'à 1,47 m. L'objectif commercial, c'est d'élargir l'offre de Potioc sur le marché du Poney Club. Il a du caractère quand même, hein. Malheureusement, ils ont eu les marchés qui sont partis dans la viande, ils sont partis dans la viande. Mais si on leur demande par A plus B qu'un Potioc peut aller facilement contre le Shetland et pas aller dans le Poney Club, vous savez, le Basque, il n'est pas plus fort que les autres et il sait compter, n'inquiétez pas. Le Potioc de plaine, ici on l'appelle encore le Potioc de salon. On dit de lui qu'il est élevé au gazon et au bisou et qu'il a oublié la pierraille et les ronces. Il faudra bien pourtant que les Basques s'habituent à débourrer leurs petits chevaux sauvages s'ils veulent les vendre hors de leur berceau d'origine. La vedette hollywoodienne Michael Douglas a reçu aujourd'hui les insignes d'officier des arts et des lettres, décoration remise par Catherine Trottmann au ministère de la Culture qui vient couronner l'ensemble de sa carrière. Demain soir, Michael Douglas doit également recevoir un César d'honneur. Nous l'écoutons. Quand vous recevez une décoration d'un autre pays que le vôtre, ça vous rappelle combien le cinéma est un art formidable. Ça vous permet de produire des œuvres qui sont traduites dans d'autres langues et qui sont diffusées partout dans le monde. Je suis très honoré que cela vienne de la France, un pays avec une culture aussi riche. Et l'acteur et metteur en scène américain Clint Eastwood devrait recevoir également demain un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Clint Eastwood, qui s'est rendu célèbre d'abord par ses rôles de justicier, s'est engagé après les années 70 sur la voie de la réalisation. Il est d'ailleurs à Paris ces jours-ci pour présenter son prochain film. La vedette américaine, particulièrement appréciée par les Français, son portrait, Pascal Deschamps. Rarement, Star aura été aussi discrète, aussi laconique. Mais contrairement sans doute à tous ces héros incompris, cow-boys ou justiciers solitaires qu'il immortalisa jadis à l'écran, Clint Eastwood bénéficie d'un rare capital d'estime et de sympathie dont seuls les géants du 7e art peuvent s'enorgueillir. Ses relations avec la France n'ont pas toujours été au beau fixe. Il fut un temps où on lui reprochait un cinéma macho, voire fascisant. Le malentendu dissipé, la France devait vivre avec lui une longue lune de miel qui, de Paris à Cannes en passant par Deauville, semble ne pas avoir de fin. Plus que l'acteur, c'est le réalisateur de Pale Rider ou Impitoyable que l'on célèbre ici. They have been the pioneers of a sort of cineast movement C'est en France qu'est né une sorte de mouvement des cinéastes. Dans les années 40, 50, 60 et jusqu'à aujourd'hui, on y considère le cinéma, on y analyse le cinéma comme un art, et non pas comme un simple divertissement, comme c'est le cas dans d'autres pays, à commencer par le mien. Ça a toujours été un plaisir pour moi de venir ici, à Cannes, ou de visiter la cinémathèque, ou de faire différents séjours.
Alors demain, ce sera une nouvelle expérience. Pour ce voyage à Paris, Clint Eastwood n'est pas venu les mains vides. Il nous invite à faire prochainement avec lui un petit tour à minuit dans le jardin du bien et du mal. C'est le titre de son 20e film, tourné dans le sud des États-Unis. Il n'y joue pas mais chante sur la bande-son, nouvel hommage vibrant au jazz. Est-ce que vous avez aujourd'hui une sérénité nouvelle qui a une influence sur les histoires que vous racontez? Peut-être, oui. C'est difficile pour moi d'être objectif sur tout ça. Mais plus de sérénité, plus de maturité, oui. Mettez ça sur le compte de l'âge. Tout ça fait qu'on essaye autre chose que des histoires qui ne vous intéressaient pas à un certain moment de votre vie, vous attirent désormais. On voit les choses différemment. L'époque change, on change. Mais c'est vrai, ma vie est plus satisfaisante aujourd'hui. Alors? Demain, c'est un professionnel de la profession, Jean-Luc Godard, qui lui remettra son César. Duel au sommet entre Pierrot le Fou et l'inspecteur Harry, ça promet. À l'auditorium du Louvre, les mélomanes ont la possibilité de découvrir des documents inédits sur les grands pianistes du siècle, Horowitz, Rubinstein ou Richter. Parallèlement, de jeunes virtuoses s'y produisent chaque soir. Regard sur les grands maîtres du XXe siècle par un jeune pianiste italien, Giovanni Bellucci. Reportage Caroline Laudrin, Raymond Chaplard. Leurs noms sont connus, leurs visages un peu moins. Ce sont tous de grands pianistes du XXe siècle. Benedetti, Giannoli, Kempf, Epsiba Menuhin. De leur brillante carrière, il nous reste quelques documents, des trésors que l'auditorium du Louvre est allé dénicher dans les archives télévisées de tous les pays. Penché sur son piano, Wilhelm Backhaus, interprète légendaire du 4e concerto de Beethoven. Chaque matin, il en jouait les premières mesures pour remercier Dieu d'avoir créé la musique. À chaque projection d'archives est associé le concert d'un jeune virtuose, l'italien Giovanni Bellucci, encore peu connu en France. Un autodidacte complet, un véritable artiste. Le cinéma lui permet de confronter ses propres interprétations à celles des plus grands génies de l'histoire du piano. Chaque document d'archives représente la leçon d'un maître. Respect, admiration, les mots ne manquent pas pour évoquer par exemple le pianiste Arturo Benedetti, Michelangeli. Il y a tous, il y a de la classe, il y a une maîtrise parfaite de l'instrument, il y a un goût, un culte pour la sonorité, qui est quelque chose de très rare dans le piano. Son piano sonne dans le plein respect de l'instrument. Il y a presque la connaissance de certaines lois physiques qui échappent à un être humain. Un sentiment plus rêveur. La vérité est qu'il faut rêver ce dernier morceau, pas le jouer. Voulez-vous me permettre de prendre votre place? Je trouve très juste qu'il a dit qu'il ne faut pas jouer avec que de la belle sonorité, ou que de bons phrasés, ou que de... Il y a des règles, oui, il y a la connaissance du langage musical, mais la poésie, mon Dieu, échappe à tout ça. Pour devenir un très grand pianiste, il faut du talent, mais aussi beaucoup de culture, beaucoup de philosophie. Au spectateur ensuite de se laisser gagner par l'émotion. Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Les maternités devront effectuer au minimum 300 accouchements par an. Les autres fermeront leurs portes progressivement. 2 projets de décret pour améliorer la sécurité de la mère et du nourrisson. Les bons élèves de l'euro, la France avec 3% de déficit public et 10 de ses partenaires européens répondent aux critères de Maastricht. Les chiffres sont meilleurs que prévus.
Dans un instant, la météo Laurent Romeshko, puis le point route de Patrice Drevet. 20h55, quai numéro 1, un téléfilm avec Sophie Duez. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit René Monory, président du Sénat. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.